up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'une revue, la revue du film d'animation qui s'appelle Blink Blank, pardon, voilà, donc je montre bien. Et je salue d'ailleurs les éditions WARM parce que c'est grâce à ces éditions-là que j'ai pu connaître cette revue et qui m'ont conseillé de la lire. Et puis surtout, grâce à cette revue, on va discuter avec Xavier Kawatopor, qui est l'un des directeurs éditoriaux de cette revue, si je me trompe pas, et qui est aussi historien, directeur artistique et un des spécialistes, en tout cas, du cinéma d'animation. Alors, avant de commencer cette conversation, je voudrais déjà vous saluer et vous remercier d'avoir accepté cet entretien. Bonjour, avec grand plaisir. Alors, il faut savoir que hors caméra, j'ai dit quelque chose qui a un petit peu énervé mon invité. Enfin, énervé non, mais c'était très drôle parce que j'ai dit un genre en parlant de cinéma d'animation. Et Xavier me disait non, c'est pas un genre. Et ça, donc je ne peux pas ne pas commencer par cela. Déjà, pourquoi on a tendance effectivement à l'associer à un genre et pourquoi ça ne l'est pas pour vous, selon vous? En fait, c'est très simple. On a tendance à l'assimiler à un genre parce que pendant très longtemps, le cinéma d'animation pour le grand public était limité à une vision très disneyenne, qui est effectivement celle du dessin animé, celle d'une certaine esthétique et celle finalement du film pour enfants ayant comme terrain de jeu ou d'exploration principale le merveilleux, le conte de fées, etc. D'où l'idée finalement réductrice que le cinéma d'animation serait un genre. Or, un genre en cinéma, ça n'est pas ça. Un genre, c'est le western, c'est le film noir, etc. L'animation, en fait, on peut le définir d'un point de vue technique en disant que c'est effectivement l'ensemble des techniques utilisant l'image par image, mais c'est presque pas suffisant. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'animation n'est pas réductrice à un genre, c'est-à-dire qu'elle peut s'emparer de différents genres. Vous pouvez faire du policier en animation, vous pouvez faire du western en animation, vous pouvez faire de la comédie dramatique, etc., etc. Donc ça n'est pas un genre. D'accord, ok, je comprends mieux. Avant qu'on commence à parler de cette revue, je peux pas aussi ne pas vous poser certaines questions sur le cinéma d'animation. À partir de quand exactement le cinéma d'animation a été réellement pris au sérieux, ne serait-ce que par la critique de cinéma, mais aussi, je pense pas par le public, parce que le public, il a toujours pris, je pense en tout cas, a toujours pris le cinéma d'animation comme un art à part entière, mais en tout cas, ce que nous savons, c'est que c'était pas forcément gagné pour le cinéma d'animation quand on compare dans les années 50, 60, dans la réceptivité critique, jusqu'à aujourd'hui. Donc, à partir de quand il s'est passé quelque chose concernant le cinéma d'animation? Oui, alors c'est une question compliquée parce que en réalité, il y a eu des moments de reconnaissance et des moments au contraire d'éclipse de l'animation. Il faudrait, en fait, il y a différents moments dans l'histoire du cinéma d'animation où la reconnaissance existe ou alors elle est au contraire bridée ou atténuée par d'autres prises de position ou connaissances. En gros, je m'explique. L'animation, tout à fait au début de son histoire, elle fait vraiment jeu égal avec l'image réelle. C'est-à-dire que les gens qui vont voir des films dans le cadre du cinéma forain, du cinéma des premiers temps, ils voient aussi bien des films de feuillade, d'Émile Cole, etc. Ça fait partie du cinéma. Au moment des avant-gardes, donc des années, entre autres, les avant-gardes de l'entre-deux-guerres, c'est la même chose d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'animation, en tout cas telle qu'on la pratique en France, elle fait partie de l'avant-garde artistique. On y voit un art total et vous avez y compris des gens comme Eisenstein qui écrivent un texte bien connu sur Walt Disney. Walt Disney au départ est absolument encensé par l'intelligentsia, etc. Mais en fait, on peut dire qu'il y a une longue éclipse qui s'est mise en place conjointement avec d'un côté l'industrialisation de l'animation, qui a été le fait des grands studios américains, qui ont un petit peu nivelé, on va dire, les possibilités de l'animation, en tout cas telle qu'elle était visible sur les écrans. Et puis d'autre part, peut-être la nouvelle vague française qui a effectivement mis en avant cette question du rapport du cinéma d'animation au réel, en
excluant de cette question le cinéma d'animation, considérant que le cinéma d'animation, n'ayant rien à voir avec le réel, d'une certaine manière, n'avait pas grand-chose à voir avec le cinéma. Et donc, il a fallu en fait attendre longtemps, en tout cas en France. Et je crois que le phénomène, enfin la reconnaissance de l'animation est en route actuellement. Elle n'est pas terminée, loin de là, mais elle est en route depuis une petite vingtaine d'années simplement. Mais ça, c'est vrai en France, mais on aurait une histoire différente, par exemple, au Japon. Au Japon, la reconnaissance de l'animation en tant qu'art, en tant que médium capable de se saisir justement de tous les sujets et de s'adresser à tous les publics, existe depuis les années 70. Nous, on a vraiment une génération de décalage avec les Japonais, pour lesquels finalement l'animation a opéré cette bascule au même moment que la bande dessinée, on peut dire en Europe. Vous voyez voilà le moment pilote, métal hurlant, etc., qui a permis effectivement de considérer la bande dessinée comme un art à part entière qui s'adresse aux adultes. Ça s'est opéré effectivement à cette période-là, et avec plus de 20 ans de décalage pour l'animation. Quand vous dites que cela fait pratiquement 20 ans qu'en France, il y a une reconnaissance assez forte du cinéma d'animation, moi je pensais que c'était bien longtemps que cela, je suis très surpris, mais est-ce que, vous en avez un peu évoqué au départ de cet entretien, est-ce que l'apport de Walt Disney dans le cinéma d'animation, est-ce que ça a eu des répercussions négatives finalement sur comment nous on pouvait concevoir ce cinéma-là? J'ai tendance à entendre ici et là, quand on parle par exemple de quelqu'un comme Miyazaki que vous connaissez énormément, on dit souvent oui, mais Miyazaki c'est pas pareil, c'est plus sérieux, c'est des films. Et quand on le compare à Walt Disney, aujourd'hui surtout, on a tendance à ne pas y voir forcément une véritable créativité, comme peut-être ça a pu l'être dans les années 30 et 40, parce que c'était aussi considéré comme quelque chose de sérieux. Oui, disons que Walt Disney, en tant que tel, en tant qu'homme, était, je pense, un formidable entrepreneur et un visionnaire. C'était pas un grand artiste, hein. Ce n'est pas lui qui est véritablement à l'origine de la création ni de ses personnages ni de son esthétique. Mais c'est quelqu'un qui a effectivement su repérer et profiter de toutes les innovations du cinéma et de l'animation pour les mettre à profit à l'intérieur de son studio, et qui a réuni ensuite des talents exceptionnels. Donc, on peut mettre au crédit de Walt Disney d'avoir effectivement développé un style, une esthétique, une entreprise, une industrie qui a effectivement essaimé partout dans le monde. Après, l'effet, on va dire, réducteur de Disney, c'est l'effet réducteur de toute, on va dire, de toute industrie, c'est-à-dire la norme, l'imposition d'une norme. C'est-à-dire que Disney, pour dominer le marché, a effectivement imposé une norme esthétique qui effectivement, moi je parle de rapt disneyen dans la culture occidentale, qui fait que par exemple encore aujourd'hui c'est compliqué d'imaginer Blanche-Neige ou Cendrillon sous des traits différents de ceux que nous a imposé Walt Disney. Si vous faites Blanche-Neige ou Cendrillon ou même Alice au Pays des Merveilles sur Internet, sur Google, vous allez tout de suite tomber sur l'esthétique disneyenne. Et ça a fait finalement beaucoup de mal par la suite, c'est-à-dire ça fait du mal à la pluralité des expressions du cinéma d'animation, et y compris à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire y compris au fait de reconnaître l'animation comme autre chose que du dessin animé, que simplement du dessin animé, le fait de reconnaître qu'il y avait d'autres techniques, qu'il y avait d'autres esthétiques possibles, qu'il y avait d'autres façons de s'adresser aussi aux enfants, qu'il y avait d'autres façons de considérer le merveilleux. Voilà, ce rapt disneyen, finalement, c'est celui d'une industrie qui a dominé pendant plusieurs générations les écrans de cinéma. Moi, je suis d'une génération où la seule chose que l'on connaissait, si on n'était pas spécialiste de l'animation, si on n'allait pas dans les festivals, eh bien, c'était le Disney de Noël. Donc, j'ai grandi avec effectivement, et toute ma génération et la génération d'avant également, a grandi avec une idée finalement très réduite de l'animation. Ce qui a rendu ensuite difficile, d'autant plus compliqué, complexe, pour des auteurs différents, pour des esthétiques différentes, de trouver le chemin de la production et du public, parce qu'effectivement, ils sortaient de ce qui semblait être la norme. Est-ce que vous, votre première image marquante quand vous étiez enfant, c'était un film d'animation ou c'était plutôt un film en prise de vue réelle?
Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas réfléchi, mais je pense que c'est plutôt le cinéma en prise de vue direct. Direct, oui. Oui. Moi, je n'allais pas beaucoup au cinéma étant enfant. Je regardais plutôt la télévision. Donc, voilà, enfant, c'était effectivement ce qui m'a marqué, ce qui a formé ma première cinéphilie, on va dire. Ce sont les grands westerns de John Ford, les grands films d'aventure, la série des Tarzans qu'on passait le mardi soir, je crois. Donc, les classiques d'Hollywood. Voilà, j'ai grandi avec ça au départ. Et l'animation est venue plus tard. J'ai dû voir, comme tout enfant, des Disney, mais je me souviens d'avoir eu plus peur qu'autre chose. Et pour moi, le vrai premier choc en animation, il est assez paradoxal, mais c'est la première version du Seigneur des Anneaux, celle qui a été réalisée par Ralph. Voilà. Exactement. Qui tout d'un coup, voilà, ouvrait pour moi d'autres possibilités d'imagination. Ce qui est assez, pardon pour cette digression, parce que je l'avais vu quand j'étais plutôt enfant, enfin pratiquement adolescent, et je l'ai revu il y a 2-3 ans, et en le revoyant, je m'étais aperçu que il y a des plans qui ont été, qui sont à l'identique dans le film de Peter Jackson. Certains plans qui sont même dans le cadrage de la caméra. Je trouvais cela juste assez incroyable. Enfin voilà, donc je referme cette parenthèse, mais effectivement, celles et ceux qui nous regardent la possibilité de regarder ce film, allez-y. Blink Blank, d'où vient cette envie de créer cette revue très particulière qu'on retrouve? Alors ça, moi j'ai le numéro 3, donc qui date de printemps-été 2021, parce qu'on devait se voir avant, mais bon, ça n'a pas pu se faire. Mais le numéro 4 va venir quand? Il va arriver quand exactement? L'année prochaine? Il est là. Eh ben voilà. Alors attendez, si vous me permettez, je vais faire un gros plan. Voilà. Donc là, celui-ci, il va paraître. Il est paru déjà ou il va paraître? Alors, il est disponible par abonnement et sur correspondance. Il sera le 1er octobre en librairie. D'accord. Ok. Il vient juste de paraître. Et c'est sur quoi exactement? Alors, ce numéro, donc qui est le 4e, ce sera sur quoi? Alors, comme chaque numéro, il y a un thème qui emmène la revue. Donc, ce semestre, le thème, c'est l'exil. On a en fait on a une actualité du film d'animation qui est très marquée par le thème de l'exil, des migrations, aussi bien un certain nombre de films qui sortent que les films qui se préparent. Et c'est assez significatif. Donc, on revient sur cette question-là, c'est-à-dire la façon dont l'animation parle des récits, des chemins de l'exil sur plusieurs générations, que ce soit des récits anciens qui réinvestissent. Par exemple, un film qui est sorti l'année dernière qui est très représentatif de cela, c'est Joseph. Donc, qui raconte effectivement l'exil des républicains espagnols en France et l'accueil qui leur a été fait. Et puis on parle aussi, enfin, on a des films qui parlent beaucoup plus de l'actualité, comme Flic, qui a eu le Grand Prix à Annecy récemment, voilà, qui parle effectivement des migrations contemporaines. C'est un thème qui est extrêmement présent dans la filmographie, et on revient là-dessus, on essaye d'expliquer à la fois pourquoi et comment. Et comment? Donc, pour revenir à la revue dans sa genèse, d'où vient cette idée de se lancer comme ça dans la conception d'une revue moi j'ai lu le numéro 3 et qui non pas qui me fait penser, mais en tout cas c'est une revue dans le sens où on va revoir les choses autrement. On a des films qui existent, on les a vus, on va les revoir, on va en discuter ensemble et on va faire quelque chose qui fait qu'on va construire un regard parce que nous les avons revus autrement et différemment. On est dans un véritable cahier critique finalement. Et moi c'est ça qui m'a le plus happé, surpris et vraiment apprécié. Quand vous avez déjà la genèse de cette revue, d'où vient-elle? Et puis surtout, est-ce que c'était évident pour vous qu'il fallait voir ces films ou revoir ces films comme certains l'ont fait dans les cahiers du cinéma ou Positif ou je ne sais quoi ailleurs, que ça soit un cahier critique en fait? Oui, je crois que vous avez très bien dit les choses. En fait, l'origine de ce projet, elle part d'un constat. Elle part du constat que l'on a fait depuis plusieurs années, qu'il n'y avait pas en langue française de revue, de publications régulières, proposant un point de vue critique sur l'animation et explorant l'animation en tant qu'art. Et il nous semblait que ne s'en remettre qu'à la presse généraliste ne suffisait pas, même si là aussi il y a eu des avancées assez notoires. Il y a quelques années,
Jean-François Leguioni pouvait sortir un long métrage sans que la presse n'en parle. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais malgré tout, il nous a semblé qu'il y avait vraiment nécessité d'un regard qui soit un regard approfondi, qui soit un regard croisé sur ce qui fait l'animation aujourd'hui, d'autant plus que l'animation s'est énormément développée et qu'il y a aujourd'hui vraiment matière justement à observer par la comparaison des œuvres, par leur juxtaposition, par des regards différents, d'éclairer peut-être que ce que les autres médias n'éclairent pas aujourd'hui. En tout cas, de proposer un regard approfondi, plus juste, je ne sais pas, mais en tout cas au long cours, de construire avec les lecteurs un regard et une pensée de l'animation. Et quand vous dites nous, c'est qui nous exactement? Eh bien, nous, c'est au départ une association que je dirige qui s'appelle la Nef Animation. Nef, c'est Nouvelles Écritures pour les films d'animation. C'est une association professionnelle qui est dédiée à la recherche et à la création pour le film d'animation, qui est une émanation de la résidence d'écriture que j'ai créée il y a 15 ans maintenant à l'abbaye de Fontevraud, en Maine-et-Loire. Et donc, qui poursuit à travers le développement de résidences, à travers l'organisation de colloques, à travers des journées professionnelles et des publications scientifiques, qui poursuit justement le but d'être utile à l'animation d'aujourd'hui et de stimuler sa créativité, son innovation et aussi participer à sa reconnaissance en tant qu'art. Voilà, donc cette association, lorsqu'on l'a créée il y a 5 ans, on s'est dit, à un moment donné, il faudra vraiment qu'on arrive à mettre en place une revue. Et puis, on a, pour ce faire, contacté un éditeur, donc les éditions Warm, dont vous parliez tout à l'heure, qui est un éditeur basé dans la même région que nous, et dont on a beaucoup aimé le travail éditorial sur le cinéma, qui nous a semblé être un très beau travail, un travail très, très, très intelligent, très, très pertinent, avec une vraie éthique. Donc ça nous a vraiment intéressés. Puis on se connaissait un petit peu par ailleurs professionnellement. Et puis, la Cinémathèque québécoise, puisque d'emblée, j'ai parlé de revues en langue française, il s'avère qu'il y a des magazines, d'ailleurs assez différents, qui existent en langue anglaise, mais nous, on a voulu d'emblée situer notre propos au niveau de la langue française, parce que le Québec, notamment, et aussi la Belgique, mais pas que, ont toujours été des territoires particulièrement propices à l'animation. L'animation québécoise le Québec est un des foyers les plus intéressants, les plus dynamiques, à la fois sur l'animation et sur la pensée de l'animation. Et voilà, donc on a cherché une alliance dès le départ avec la Cinémathèque québécoise, qui s'avère être la cinémathèque la plus spécialisée au niveau international sur ces questions-là. Comment vous trouvez les idées d'articles? Là, par exemple, pour le numéro 3, je suis désolé, je suis un petit peu en retard, mais par exemple, il y a un grand entretien. C'est même pas un entretien, moi j'ai l'impression que c'est une conversation avec Michel Gondry. Et comment cela se passe, les prises de décision éditoriales? Comment vous vivez la rédaction? Est-ce que vous voyez souvent? Vous vous appelez souvent? Il y a de longues heures de conversation autour. C'est des questions peut-être qui peuvent vous sembler basiques, mais pour moi, elles sont importantes parce que à partir du moment où on revoit des films, il faut aussi en parler. Et à partir du moment où il y a un dialogue, il se passe quelque chose. C'est comme ça que la revue existe. Et j'ai cette impression aujourd'hui que on voit des films, mais il n'y a peut-être pas forcément de dialogue. Et il n'y a pas l'intermédiaire entre voir et écrire, donc c'est-à-dire le dialogue. Et moi, quand je lis cette revue, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de dialogue. Donc c'est pour ça que je vous pose cette question. Merci. C'est vrai que la revue est pilotée par Jacques Kermabon, rédacteur en chef, qui a longtemps présidé à la revue Bref, la revue Le Cours. Voilà, donc il y a vraiment une très longue expérience de ce qu'est être rédacteur en chef, et donc avec un travail au long cours d'une très très grande qualité. Donc ça, c'est une première chance, c'est-à-dire qu'on a pu lancer la revue avec Jacques, en nous appuyant sur sa longue expérience. Autour de Jacques, il y a un certain nombre de rédacteurs que lui-même a repérés ou avec lesquels il avait travaillé dans Bref. Mais il s'avère aussi que la communauté, on va dire, des gens qui observent et qui écrivent sur l'animation est finalement assez réduite. Ce qui fait que assez rapidement, il a été assez simple de réunir un certain nombre de rédacteurs. On se connaît
pour une grande partie, on se connaissait bien, même si on a des regards et des options sur le cinéma d'animation qui sont pas toujours les mêmes, qui sont différentes. Il s'avère que on se connaît, qu'on se côtoie, que dans la nature des choses, on voit souvent des films ensemble parce qu'on se retrouve dans des festivals à regarder les films ensemble. Et puis, la Cinémathèque québécoise dont je parlais tout à l'heure est dirigée par Marcel Jean. Marcel Jean qui est aussi quelqu'un qui écrit sur l'animation. Autour de lui, il y a à la Cinémathèque d'autres rédacteurs. Bref, on travaille, si vous voulez, dans un réseau assez étroit qui est celui de professionnels qui se connaissent, qui se sont lus depuis un certain temps ensemble. Et j'allais dire, on a un comité de rédaction, bien évidemment, mais on travaille en flux permanent, en réalité. On n'arrête pas d'échanger des informations, Jacques, Marcel et moi, sur les idées, les grandes options que pourrait être le magazine. Et on prépare comme ça ensemble, à la fois à trois, mais aussi dans les relations que l'on a les uns avec les autres, avec d'autres rédacteurs, on prépare le sommaire avant d'en rediscuter de façon plus formelle au niveau du comité de rédaction. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a vraiment souhaité que cette revue soit aussi l'occasion de stimuler l'écriture sur l'animation, c'est-à-dire d'aller chercher aussi d'autres rédacteurs, de nouveaux rédacteurs et surtout de nouvelles rédactrices. C'est pas pour recéder à la mode, mais c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'au départ, si on ne faisait qu'avec ceux qui écrivaient régulièrement, on avait une revue qui était tenue par des hommes et par à peu près la même classe d'âge. Et on s'est dit que c'était pas possible, qu'il fallait effectivement qu'on puisse nourrir une pluralité. Donc voilà, ça c'est vraiment le travail de Jacques, et il le fait formidablement bien, d'élargir le cercle et de stimuler, y compris en allant chercher des rédacteurs qui ne sont pas au départ spécialistes de l'animation, en les invitant à poser un regard sur l'animation. Est-ce que vous créez aussi, organisez des événements, des mini-événements, des soirées, des rencontres en parallèle de la publication de cette revue? Oui, on le fait régulièrement. Aussi bien d'ailleurs des soirées avec des avant-premières qui nous permettent de lancer chaque numéro. Donc on le fait notamment à la Cinémathèque française ou à Premier Plan. Mais on fait également des débats. Alors bon, là, ça a été un petit peu... Oui. Ouais, le Covid a un peu organisé certaines choses, mais dans notre plan de marche, il y a ça. Il y a le fait d'organiser aussi régulièrement des débats sur le dossier par lequel commence le numéro. Donc on l'a fait de façon virtuelle sur le numéro 3, sur la question de héros au féminin. Donc pour le Festival national du film d'animation organisé par l'AFCA. Et puis là, notre prochain rendez-vous sera au lieu unique à Nantes en novembre, où nous organisons un débat sur justement récits et chemins de l'exil dans le cadre du numéro 4. Et effectivement, c'est aussi un moment qui nous intéresse parce que on revient sur ce qu'on a dit, on crée de la rencontre, on invite aussi des personnes qui n'ont pas forcément écrit, y compris des spécialistes du sujet et non pas du thème de société et non pas de l'animation, à venir aussi croiser nos propres regards. Parce que ce qui me semble important à dire dans ce dossier qui ouvre chaque numéro, c'est que nous avons volontairement choisi, au-delà du cahier critique d'actualité, au-delà de la partie qui est plus sur la fabrique de l'animation, il nous semblait important de manifester à chaque fois que le cinéma d'animation propose un regard sur le monde actuel dans lequel nous vivons. Parce que ça, on a encore beaucoup de mal à le comprendre et à l'intégrer. On l'intègre à travers le documentaire animé, mais voilà, il nous semble important d'accompagner ce qui est sans doute l'une des avancées essentielles du cinéma d'animation au cours des dernières années, c'est de revendiquer le fait qu'il a justement quelque chose à voir avec le réel et qu'il propose un regard sur le réel qui est différent, qui a une pertinence que n'a pas l'image réelle. Ouais, le fameux cinéma me promettait un monde, comme disait Serge Danet. Mais alors là, c'est intéressant parce que je me permets une autre digression, même si on reste dans le cinéma d'animation, mais depuis ce qui se passe depuis 2 ans, je voulais savoir que dit le cinéma d'animation depuis 2 ans des répercussions du Covid, de la pandémie. Est-ce que le cinéma d'animation s'est intéressé à cela, ou est-ce qu'il attend un peu que les choses se fassent, que se tassent pour pouvoir questionner cette période-là? Alors,
En réalité, le cinéma d'animation a un temps de gestation qui fait qu'il a des difficultés à être, en tout cas dans la production de séries, de longs métrages, etc., à être extrêmement réactif, pas être réactif dans le court terme. C'est-à-dire que mettre en place un long métrage d'animation, ça prend des années. Voilà. Donc, si vous voulez, le phénomène que l'on voit actuellement sur la question de l'exil, c'est quelque chose qui s'est préparé depuis, pour certains films, depuis 10 ans, d'autres 5, depuis 3 ans. Mais voilà, donc on n'a pas encore aujourd'hui, dans la production, on va dire, dans une production un peu ambitieuse, on n'a pas encore de manifestation directe de la question du Covid. Par contre, on commence à le voir dans des courts-métrages, et on a aussi pas mal de films ou de propositions d'ateliers d'étudiants qui ont travaillé sur cette question-là. Quand je lisais votre revue et que je vois un peu ce qu'on peut voir, c'est-à-dire les films d'animation qui sortent dans nos salles, alors j'ai 2 questions. Il y en a une où j'ai l'impression qu'on voit pas tout, qu'on n'arrive pas à tout voir, ou alors qu'il faut aller dans des festivals, ce qui n'est pas si évident parfois. Et que la deuxième chose, je voudrais vous poser une question. Est-ce que on est en droit de faire une espèce de hiérarchisation dans le cinéma d'animation? Je m'explique. Il y a les films dont Soul, que vous critiquez dans le livre, pardon. Et puis je m'aperçois, je constate qu'il y a aussi un autre cinéma d'animation peut-être beaucoup plus intéressant dans l'esthétisme, dans ce qu'il donne aussi à réfléchir, dans la conception des personnages. Je dirais pas un cinéma d'auteur parce que moi, à mon sens, tous les films ont tous des auteurs, je veux dire n'importe lesquels. Mais est-ce qu'on peut voir qu'il y a une hiérarchisation entre les films Walt Disney ou Pixar ou je ne sais quoi, et puis d'autres films peut-être un peu plus qui donnent aux spectateurs la possibilité d'imaginer et donc qui est une véritable réflexion? Oui, alors cette question-là, c'est effectivement le cinéma d'animation, c'est du cinéma, et le cinéma, c'est à la fois un art et une industrie, mais peut-être que cette dichotomie, enfin que cette dualité, plus exactement, elle est plus marquée dans le cinéma d'animation que dans le cinéma en image réelle, parce que le cinéma d'animation coûte beaucoup plus cher à produire en général que l'image réelle. Donc ça veut dire que les enjeux économiques sont beaucoup plus forts et beaucoup plus prégnants. Ce qui fait qu'effectivement, on peut dire que longtemps, on a eu justement un clivage entre une industrie qui a cherché le plus grand marché possible, donc le plus grand public possible, c'est l'industrie disneyenne, puis Pixar, DreamWorks, mais c'est la même chose pour la télévision, on pourrait dire. Et puis un cinéma d'auteur qui n'a pas du tout eu les moyens, et s'est vraiment développé dans les marges, c'est-à-dire soit le court-métrage, soit le long-métrage du pauvre, n'a pas eu les moyens d'exister parce qu'effectivement, ne visant pas directement ce grand public, et notamment ce public familial qu'a développé l'industrie disneyenne. Donc, ce qui fait que quand vous regardez les films d'auteurs qui ont pu, au cours du dernier demi-siècle jusqu'à Kirikou, percer en France, il y en a très très peu. Vous avez dans les films français, il y a essentiellement 2 films, La planète sauvage de René Laloux en 73, et puis Le Roi et l'Oiseau en 79 ou 80 de Paul Grémeau. Ce sont les seuls exemples avant Kirikou, c'est-à-dire avant 98, de films d'auteurs français, qui rencontrent à la fois un succès public et un succès critique. Voilà. Tout le reste, vous avez soit effectivement des déclinaisons de l'univers d'Astérix, soit effectivement des films d'auteurs, certains très importants, en court ou en long métrage, mais qui sont complètement passés inaperçus. Ce qui se passe depuis Kirikou, donc 1998, et donc Kirikou est un révélateur, n'est pas la seule raison. Le succès de Kirikou n'est pas la raison de cette embellie, mais a accentué sans doute cette embellie. Donc, à partir de la fin des années 90 jusqu'aux années 2000, vous avez un enchaînement inédit de films qui sont des films d'auteurs, certains s'adressant au jeune public, notamment comme Kirikou, certains pas, qui vont trouver effectivement ce succès à la fois critique et en salle. Alors, c'est des films français comme Les Triplettes de Belleville, Kirikou, j'en ai parlé, mais aussi Valse avec Bachir, puis Persépolis, et qui tout d'un coup, donc on est là au début des années 2000, va faire
existait dans les salles de cinéma un cinéma d'animation d'auteur qui n'a cessé d'exister, mais toujours dans le domaine du court-métrage. Voilà, donc, et aujourd'hui, on peut dire que ce qui se forme en France depuis la vingtaine d'années dans lesquelles que nous traversons, c'est vraiment l'émergence d'un modèle fragile, mais qui est quand même un modèle de long métrage d'animation d'auteur, dont la France et l'Europe est l'un des points de gravité essentiels, qui nous permet effectivement de voir des films comme La jeune fille sans main, comme J'ai perdu mon corps, comme y compris dans le registre jeune public, comme Calamity Jane de Rémi Chaillet, qui sont portés véritablement par des visions d'auteur, mais derrière lesquelles il y a, en tout cas pour deux des films que j'ai cités, aussi une vraie production. Voilà. Pourquoi j'insiste beaucoup sur le long métrage? Parce que le développement du long métrage, c'est justement ce qui permet de voir. Enfin, c'est la partie, c'est l'iceberg qui apparaît au-dessus de la surface. C'est tout d'un coup le grand public, enfin le public qui ne va pas au festival, découvre effectivement d'autres façons de faire de l'animation. Ça existe encore une fois depuis les origines, mais on ne pouvait pas les voir si on n'allait pas dans les festivals. Voilà, le long métrage. Et puis aujourd'hui, ça commence à se déporter du côté de la télévision, notamment de la série, qui commence à être, voilà, on voit des balbutiements plus créatifs de la série, où on commence à voir cette diversité. Voilà. Et Miyazaki, dont vous parliez tout à l'heure, l'histoire au Japon est différente, c'est-à-dire qu'il y a un vrai décalage, il y a une histoire de l'animation complètement différente. C'est-à-dire que l'animation au Japon a été une industrie dès le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à travers notamment le studio Toei, où ont fait leur début Miyazaki et Takahata. Il y a eu dans les années 70 ce qu'on appelle l'anime boom, c'est-à-dire une ouverture de l'animation au public adulte, et donc une véritable explosion de l'animation dans tous les genres, dans tous les formats. Qui a été véritablement, enfin, un phénomène culturel massif. Et vous avez à l'intérieur donc de cette industrie finalement beaucoup plus puissante et beaucoup plus organisée qu'elle a pu l'être en France, et c'est peu dire parce que nous elle était complètement atone. Évidemment, cette industrie a pu porter des auteurs, beaucoup plus d'auteurs, non pas qu'il y ait plus de talents au Japon qu'en France, mais les talents japonais ont pu beaucoup plus rapidement s'exprimer dans le long métrage que dans le court métrage. D'ailleurs, pour certains, Miyazaki n'a jamais fait de court-métrage. Il a fait de la série ou du long-métrage. Et ils ont pu surtout, parce qu'il y avait une réponse du public, construire une œuvre au long cours. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors, Miyazaki est un génie. Moi, je veux tout de suite parler derrière lui de Takahata, qui a été son compagnon à la fois son Pygmalion et son compagnon de route de long terme, qui sont effectivement les deux hommes qui ont porté le studio Ghibli jusqu'à effectivement en faire un modèle totalement atypique au niveau au niveau mondial. Voilà, mais ça s'explique à la fois par la force, la concentration de ces talents qui ont fait un travail ensemble, qui ont eu qui ont poursuivi le projet de révolutionner l'animation, qui d'ailleurs ont été les disciples très clairs et très revendiqués de Paul Grimaud, français Grimaud, mais qui ont effectivement poursuivi un projet très ambitieux pour l'animation, qui était effectivement un projet, on pourrait dire, à la fois inspiré et contre-disneyen. Inspiré, c'est-à-dire inspiré dans la maestria de Disney, contre-disneyen, c'est-à-dire avec une éthique totalement différente. Voilà. Et on va dire à la fois leur expérience singulière, mais aussi le contexte du Japon a permis à cette aventure au long cours de prendre son envol. Parce que tous les films de Miyazaki et de Takahata ont été des très grands succès publics au Japon dès l'ouverture du studio Ghibli. Donc, très rapidement, le studio s'est autofinancé et la question ne s'est jamais posée comme elle peut se poser en France, en tout cas de cette façon-là, pour Miyazaki comme pour Takahata, de ne pas faire les films qu'il voulait faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les films faits par Miyazaki ou Takahata sont vraiment des films d'auteur, c'est-à-dire qu'ils répondent à leur projet avant tout. Après, ils prennent une forme grâce à la production qui concilie un certain nombre d'objectifs, mais on a vraiment affaire, on pourrait appeler un cinéma d'auteur. Le cinéma, alors dernière question, le cinéma d'animation à la française, est-ce que, vous parliez depuis 20 ans, il se passe quelque chose de beaucoup de choses très importantes et intéressantes. Est-ce que cette génération-là a été énormément influencée parce que la télé pouvait transmettre
en matière d'animation, de séries animées ou parfois même peut-être de longs métrages. C'est très rare, mais je voudrais savoir si cette génération a été happée par la télé, enfin, a été, oui, effectivement, influencée par la télévision. A-t-elle été un passeur pour eux? Ah oui, de façon très claire. Il faudrait même maintenant parler de deux générations, parce que vous avez une génération de jeunes auteurs qui montent et qui est la génération d'après, mais le développement de l'animation à la télévision, et notamment de l'animation japonaise dans les années 70-80, a été évidemment déclencheuse de beaucoup de vocations et a influencé de façon très claire toute une génération de réalisateurs, et aussi de spectateurs. C'est-à-dire que pour moi, le développement que l'on voit aussi bien dans les productions que dans le public de l'animation aujourd'hui, il est lié à un phénomène générationnel, de façon très claire. C'est-à-dire que les gens qui font et qui vont voir l'animation aujourd'hui sont des gens qui ont grandi avec l'animation à la télévision. C'est indéniable. C'est indéniable. Blink Blanc. Alors, il faut savoir que dans le descriptif donc de cette vidéo, vous trouverez le lien qui renvoie au site de la revue. Comme ça, déjà, il y a tous les éléments qu'il vous faut, toutes les informations, mais aussi pour commander les numéros 1 à 3 et le dernier là qui est arrivé, que je ne savais pas, et je vais aussi m'empresser de le lire. Et donc, tout ça sera dans le descriptif. C'était Xavier Kawatopor qui était là pour nous parler de cette revue. Merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté certaines de mes digressions, mais je profite de votre présence pour essayer de comprendre un peu pourquoi ce cinéma a été peu vu fut un temps et il est beaucoup plus aujourd'hui et il fait partie maintenant de notre quotidien. Donc c'est pour ça que je me suis permis quelques digressions. Lisez la revue qui était une véritable revue cahier critique comme on en parlait il y a 10 minutes. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Générique, c'est parti. In the canyon, that's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony.